la tablegraphie à la conception d'une image 3D, par exemple, à base de calcul. Je crois que dans le travail aussi, il y a une dimension, on va dire, un petit peu moins noble que l'art traditionnel, dans le sens où il n'y a pas d'original à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce avec la matière et une pièce unique. En fait, c'est juste des données, des datas, des 0 et des 1. Et du coup, en fait, ça change un petit peu la donne. On n'a pas cette impression de, je sais pas, de préciosité, on va dire. Et du coup, l'art numérique, l'art digital peut parfois paraître un petit peu moindre comparativement justement à des pièces plus traditionnelles. Mais peut-être, juste pour le formuler un tout petit peu différemment, dans votre milieu des illustrateurs, j'imagine qu'il y a encore les deux cultures qui coexistent. Alors à ce niveau-là, est-ce que vous avez un souci de reconnaissance, ou disons, est-ce que vous avez l'impression que votre travail est encore parfois, disons, mal vu par certains qui seraient encore dans le travail complètement manuel et sans PC, sans tablette graphique? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi je travaille dans différents domaines d'illustration, la bande dessinée, de jeux vidéo, et chacun de ces domaines-là en fait nécessite une mise en œuvre en fait complètement différente. Par exemple, dans le jeu vidéo, pour un travail de concept, la finalité c'est le jeu vidéo en lui-même. Donc le travail en fait c'est un travail qui se fait en amont, je pourrais rentrer plus dans les détails avant. Illustration, c'est un travail de synthèse, c'est-à-dire, admettons, on a un livre, un ouvrage, une histoire, il faut la synthétiser en un seul cliché qui soit fort, raconter une histoire à travers ça. La bande dessinée, c'est encore quelque chose d'autre complètement différent, c'est un travail sur l'ellipse, et c'est en fait l'accumulation de plein de petites vignettes avec lesquelles on va raconter une histoire. Du coup, en fait, ça semble tout lié par le dessin, mais c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Donc voilà, chaque domaine en fait nécessite aussi une approche, on va dire, picturale différente. Je dirais par exemple pour ce qui est de jeux vidéo, de production, on peut faire la comparaison avec le cinéma. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, ça me paraît presque aberrant en fait, d'envisager dans ce domaine-là un travail traditionnel. En termes de compétitivité, en termes de rapidité, moi ça m'est arrivé de devoir développer pour un jeu en fait, une cinquantaine de variations différentes sur un visage. Si j'avais dû les faire en fait, en peinture à l'huile ou même avec un travail de marqueur, j'en aurais eu pour 3 semaines. Là j'ai mis une journée en fait. Et l'idée c'est plus, je sais pas comment dire, c'est des raccourcis en fait, techniques qui permettent, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est il y a le défi technique en fait, mais le fait que l'outil soit plus rapide, permette plus de rapidité, ça permet d'arriver plus vite en fait à l'idée même. Alors comment expliquer rapidement? Je dirais que c'est l'idée qui prime et la mise en œuvre en fait elle se fait plus rapidement. Il y a une notion de, comment dire, de plastique, faire une belle image, ce genre de choses. Mais l'outil en lui-même, il permet une vitesse qui est incomparable avec les autres domaines. Après, ça dépend, c'est des histoires aussi d'affinité entre les gens. Moi, je sais que j'aime bien alterner, je le fais rarement pour moi, justement, tout ce qui est travaux, aller jusqu'au bout, peinture traditionnelle, peinture à l'huile, j'y reviens lentement, ou même la sculpture, juste parce que dans le domaine professionnel, en fait, ça me paraît plus long. Et je crois que je suis un petit peu boulimique, on va dire, de travail, donc ça me permet d'aller plus vite à l'essentiel, à ce que j'ai envie de faire, à l'image en fait que j'ai envie de créer. Je me suis un petit peu perdu, je ne sais plus ce que c'était la base de la question. Par exemple en France, il y a encore une partie des illustrateurs de couverture de romans en fait, qui travaillent en traditionnel, mais elle est infime aujourd'hui par rapport à ceux qui travaillent en numérique. Donc ça c'est peut-être une partie de la réponse. C'est devenu très minoritaire. Voilà, ça devient minoritaire le traditionnel. Et moi je constate un fait depuis 2-3 ans aujourd'hui, c'est que pendant les 10 dernières années, les galeries avaient inventé tout ce qui était impression numérotée, par exemple avec la digigraphie et autres, pour donner de la valeur à l'impression numérique. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix d'une digigraphie originale équivalait presque à un original, en fait, à l'achat pour un collectionneur. Et en fait, faire la comparaison avec des tirages photographiques en fait. Voilà, c'est le même questionnement, c'était comment rendre rare la reproduction en fait, pour qu'elle ait plus de valeur à l'achat et à la vente en fait. Et ils se sont quand même rendus compte que le collectionneur lui était attaché à l'original, ce qui fait que les illustrateurs en France par exemple, qui travaillent en numérique sont commandités. Là, ça fait 2-3 ans qu'il y a des grosses expositions en art traditionnel en fait, par des galeries qui faisaient jusqu'à présent des expos de reproduction, où ils commandent en fait une série d'originaux traditionnels en fait. À des artistes comme Alexis par exemple, où il y a eu une grosse exposition par Didier Graffet qui travaillait encore en traditionnel, mais qui, dans le domaine de l'édition, les tarifs étant ce qu'ils sont, les originaux ne décollaient pas, et du coup l'illustration est passée en galerie en fait. Daniel Banger par exemple à Paris fait de grosses expositions aujourd'hui d'originaux,
qu'il commande en fait à des illustrateurs qui travaillent en traditionnel ou en numérique, mais l'exposition, les travaux sont faits vraiment pour l'exposition en fait à ce moment-là, et il y a un vrai regain de l'original du coup. Je pense à un autre paramètre, par exemple, en fait, c'est juste quelque chose de très pragmatique par rapport à vivre de ces images. Donc c'est un choix à faire, le marché est quand même dur, compétitivité, tout ça, quoi. Et je pense aux auteurs de BD, en fait, où la vente des originaux, quand justement le travail est réalisé de façon traditionnelle à l'origine, il peut en fait s'apparenter à 50% des revenus. Enfin, c'est quelque chose à vraiment avoir en tête quand on veut en vivre. Et du coup, le fait de travailler en digital, moi, c'est une autre alternative, c'est-à-dire que je produis plus vite. Là, je reviens à quelque chose de très basique, en fait, il y a un côté passion. Enfin, moi, ça me nourrit depuis que je suis tout petit. Je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre à côté. Je suis, on va dire, poussé par une espèce de, j'en ai parlé tout à l'heure, là, de boulimie ou d'envie à l'intérieur. Et malgré tout, en fait, on se retrouve vite confronté à la réalité. À partir du moment où on fait le choix d'en vivre, voilà, il y a les clients, il y a les deadlines, il y a un marché en fait quelque part, et il y a une réflexion en fait qui doit être accomplie à propos de tout ça. Il y en a un qui a très bien pigé ça, c'est Bilal par exemple, qui aujourd'hui fait ses planches de bande dessinée case après case, parce que quand il vend une case, il a vendu bien plus que les droits d'auteur de tout l'album vendu. Donc il a bien compris le système. Christelle Traviti, Canal Alpha, combien vous avez de visiteurs en moyenne par jour à la Maison d'ailleurs? Par jour? Ouais, ou par année C'est un peu difficile à dire. On va dire, jusqu'en 2011, le nombre de visiteurs oscillait entre, on va dire, 11 000 et 12 500. Ouais. C'était assez constant. Et ce qui s'est pensé à l'idée que, finalement, il y avait un public qui était un public acquis à la Maison d'ailleurs, qui représentait à peu près ce nombre de personnes. Et puis l'année passée avec Playtime, qui était... Ceux parmi vous qui sont venus voir Playtime se rappellent que c'était aussi la première exposition qui prenait tout le musée. C'est-à-dire une des réflexions qui m'a poussé à changer les concepts des permanentes pour avoir justement cette idée d'une expo, enfin le musée, une expo complète. On a dépassé les 15 000 visiteurs, donc on a eu environ, je crois que le calcul précis c'est 26 ou 27% d'augmentation de visiteurs. Et le but c'est de continuer avec quelque chose justement des thématiques qui parlent aux gens, ou en tout cas qui sont faciles d'accès, pour ensuite pouvoir leur présenter un dispositif muséographique original ou particulier, ou que vous soyez connaisseur ou pas, ça ne change rien. Et c'est peut-être aussi cette idée-là qu'on a mis en place avec l'équipe du musée progressivement, mais qui se concrétise, enfin qui se concrétisera samedi en l'occurrence, c'est l'idée en fait on doit offrir quelque chose qui ne se voit pas ailleurs. Et puis on a un fonds qui est unique en Europe, donc on peut offrir quelque chose qui ne se voit pas ailleurs, et on n'est pas limité aux gens qui connaissent. Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, des gens qui venaient à la Maison d'ailleurs, c'est on ne venait pas parce qu'on ne connaît rien à la science-fiction. Ce qui est assez paradoxal, vous iriez, c'est pas parce que vous ne connaissez rien à la Renaissance que vous n'allez pas à Florence. Mais la science-fiction étant une culture populaire, c'est un peu plus problématique, il faut y réfléchir différemment. Et je crois que la nouvelle mouture du musée est une manière en tout cas d'avancer dans ce sens-là. On fera un peu les comptes à la fin de l'année et l'année prochaine, se laisser quelques années pour évaluer. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'on offre quelque chose à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Playtime. Non, on a offert quelque chose à tout le monde, même si l'expo était assez complexe quand même. Pour rentrer en discussion avec toutes les œuvres, ça ne supposait pas seulement d'être un joueur de jeux vidéo. Et c'est un peu ce type-là de fréquentation qu'on aimerait avoir. Des gens qui savent qu'ils vont voir quelque chose, des choses qu'ils vont connaître, des choses qu'ils ne vont pas connaître, mais que ce qui est présenté, le dispositif qui est présenté, lui est original. Donc là, on était à 15 232 l'année passée, si vous voulez le chiffre précis. Et comment vous l'avez choisi? Comment s'est passée la rencontre? Pourquoi vous avez voulu avoir cet artiste-là? C'est grâce à une de mes collaboratrices, qui s'appelle Patricia Vacceschini, qui est la coordinatrice du musée. On discutait, puis elle me dit « Ah, moi j'aimerais absolument une expo d'Alexis, je crois qu'elle est secrètement amoureuse de lui. » Et rigole Patricia. Non, on était aux Utopiales à Nantes, qui est un festival de science-fiction, on m'a présenté Alexis, j'ai discuté un moment avec lui, on a parlé. Moi je voulais pas, comme le disait Alexis aussi et Gilles, je voulais pas présenter une expo que des travaux numériques. On a ce risque, pour revenir rapidement sur la question, qu'effectivement on a quand même cette espèce d'impression que la technologie facilite les choses, va plus vite. Alors peut-être pas on appuie sur un bouton puis on a l'image, mais il y a quand même toujours ce sentiment que ceux qui utilisent la technologie, le jeu vidéo, l'art numérique,
le court-métrage et autres, c'est un peu plus facile qu'une photo traditionnelle, alors qu'aujourd'hui la plupart des photographes travaillent en numérique aussi, ou retravaillent leurs images en numérique. Et il y avait cette idée de sensibiliser les visiteurs à l'art numérique, mais par le biais de quelque chose d'autre. Et au cours de la discussion avec Gilles, avec Alexis, aussi avec Patricia, il y a eu cette idée de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas ce qui n'est pas montré? Ça veut dire finalement les étapes préparatoires, quels soient les carnets de croquis ou les originaux, vous verrez les trois, hein, vous verrez des carnets de croquis, des originaux, et puis l'œuvre finale qui est évidemment une reproduction puisque le fichier numérique n'a pas de matérialité réelle. Donc c'est un choix, comme souvent dans les choix d'expo, c'est un choix qui doit beaucoup à du bol, de la chance, une discussion un peu à bâton rompu, tiens pourquoi pas lui, on discute, ça m'intéresse, on continue à discuter, on élabore le concept, et puis maintenant on se dit mais en fait c'était tellement naturel de faire cette exposition. Mais dans l'ordre, c'est pas comme ça. En fait c'était une discussion comme ça, après une longue journée. Alexis était là, on a discuté, pas encore je crois. Et il était là, on a discuté, puis je me suis dit, voilà, un truc qu'on ne voit pas, c'est ça. On ne voit pas, et on ne sait pas forcément que ces artistes travaillent comme ça, même si on peut le supposer. Enfin, quand même. Une petite question un peu locale quand même, l'espace permanent, est-ce que ça a pour conséquence une augmentation du soutien financier de la ville au musée? Qu'est-ce que je peux dire? On espère. Oui, bien sûr, on espère. Les budgets sont faits chaque année. Donc chaque année, on étudie les demandes que fait la maison d'ailleurs. Il n'est pas prévu, en tout cas pas dans un premier temps, d'augmenter massivement la subvention, mais la subvention suit aussi l'évolution du développement de la maison d'ailleurs. Elle a été augmentée assez fortement lors de l'inauguration, pour l'espace Jules Verne, parce que c'est vrai que c'était un lieu, un bâtiment qui ne faisait pas partie du musée jusque-là. Donc effectivement, au niveau de l'exploitation, ça demandait aussi des frais supplémentaires. Mais sinon, pour lié à l'exposition permanente, ça, je pense que la subvention va se développer peut-être gentiment, mais c'est pas prévu que ça se fasse massivement, en tout cas pas dans un premier temps. Il y a aussi d'autres partenaires, il n'y a pas que la ville non plus. Mais financièrement, c'est la première source de financement du musée. Oui. Oui. À combien? En 2013, 460 000 francs. Qui couvre les frais de fonctionnement. Les expositions sont à notre charge, entre guillemets, ou plutôt c'est à nous de trouver les partenaires pour les expositions. Mais la subvention couvre tous les frais de fonctionnement, tout ce qui touche le personnel, les collections aussi, puisqu'on est mandaté pour nous occuper des collections, et Souvenir du futur est une bonne manière de s'en occuper par ailleurs. Les expositions temporaires, entre guillemets, donc vraiment tout ce qui touche aux artistes, sont à notre charge. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, disons, fondamentales, qu'on puisse se rendre dans l'exposition. Donc, d'une part, vous avez des dossiers de presse ici pour ceux qui